Bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix de Plume, le podcast qui donne la parole aux voix originales et créatives des auteurs d'aujourd'hui. Cet épisode est déjà le 10e et dernier de cette toute première saison de Voix de Plume. Et j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Audoy, auteur notamment du roman Les Fiertés des Cévennes. Un roman qui trace le portrait en clair-obscur d'une famille en quête de sa dignité perdue, avec en arrière-plan le poids des non-dits, du déni, des tabous et la difficulté d'assumer son homosexualité lorsqu'elle se vit dans les territoires reculés de la ruralité. Bonjour Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi surtout de prendre le temps de faire cet entretien avec moi. Oui, j'avais envie de m'intéresser à toi. Je t'ai suivi depuis un moment déjà sur les réseaux où tu es très actif. Et petit à petit, ça m'a donné l'impression de te connaître et puis surtout l'envie d'en savoir un peu plus. Donc, allons-y. Allons-y. Alors, j'en profite rapidement aussi pour remercier également ceux et celles qui nous écoutent. Pensez, si le cœur vous en dit, à témoigner votre intérêt pour ce podcast par un like, un partage ou un abonnement afin de contribuer au rayonnement de cette belle bibliodiversité qui se révèle mois après mois dans Voix de Plume. Benjamin, tu es venu nous présenter ton 4e et dernier roman, Les Fiertés des Cévennes, publié en 2025 en auto-édition. Au cours de cette interview, nous évoquerons aussi les 3 ouvrages que tu as publiés depuis 2021. Namasté Sirji, le récit autobiographique de ton expérience en tant que professeur parti enseigner en Inde pour tenter d'oublier son divorce. Les dettes de Je, un roman dans lequel ta plume campe la voix d'une femme quarantenaire confrontée au choc de la séparation et aux prises avec les injonctions que la société impose à la gente féminine. Et enfin, Comme il faut, roman qui explore aussi les questions de la séparation et des injonctions sociales, mais cette fois par le prisme d'une relation homosexuelle. Alors, le point des injonctions sociales, la séparation et son corollaire, la fuite, sont des thèmes qu'on retrouve aussi dans Les Fiertés des Cévennes. C'est d'ailleurs sur une fuite que s'ouvre le roman. Cette fuite, c'est celle de Michel Bastide. Elle est racontée du point de vue de son fils, Kevin, qui subit cette disparition alors qu'il n'est qu'un garçonnet d'une dizaine d'années, apprenant par la même occasion et d'une manière assez brutale l'homosexualité de son père. Nous sommes au cœur des années 90, l'histoire se déroule dans un village isolé des Cévennes dont les habitants s'empressent d'étouffer et d'oublier l'affaire. Mais une trentaine d'années plus tard, la tentative de suicide du jeune Florian va forcer les membres de la famille Bastide à regarder ce qu'ils se refusaient à voir. Benjamin, tu précises dans un avertissement aux lectrices et aux lecteurs que si les patronymes et les lieux cités dans le récit existent bel et bien, l'histoire que tu racontes, elle, est totalement fictive. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi tu as situé l'action de ce roman dans les Cévennes et le rôle que joue précisément ce décor dans cette histoire ? Là, tu ne me vois pas à l'image, mais d'abord, je voudrais dire, ça va un peu s'entendre à la voix, je suis très ému. Ta voix, ta voix est magnifique, je l'avais pas écoutée comme ça, et le fait de présenter mon livre avec la voix que tu as, je sais pas, ça m'émeut beaucoup, je trouve ça super, mais alors tout à l'heure, je sais que tu vas lire et que moi aussi, je préviens tout le monde, je ne vais pas lire aussi bien que Maud, parce que franchement, Maud, tu as une voix qui transmet énormément d'émotions. Ah, je suis très ému. Donc, pour répondre à ta question, Oui, ne sois pas trop ému parce qu'après je vais m'émouvoir, on va ah, mais pleurer comme bah, des écoutez, on vieilles va baleines. commencer. On va commencer. C'est incroyable, ça m'a fait l'effet, etc. J'ai été bercé par ta voix et j'ai presque envie de te dire, lis-nous le livre. Donc, pour répondre à ta question, Les Cévennes, pourquoi les pourquoi les Cévennes ? Cévennes? Parce que les Cévennes, je voulais justement, comme tu l'as dit, je voulais un monde rural, une terre taiseuse, de non-dits, dans un milieu protestant. Et c'est à la mode justement dans le milieu LGBTQIA+, de se réapproprier les territoires où les personnes sont parties, où les personnes ne vont pas. Plus particulièrement les Cévennes, parce que j'ai la chance de connaître cette région parce que j'y passais mes vacances enfant. Je ne suis pas de là-bas, mais j'y allais très souvent, donc je connais bien. Et voilà, je voulais à la fois
de l'authenticité, et pour cela, j'ai souvent besoin d'avoir vu les lieux, ou au moins avoir des bonnes connaissances de la région. Et puis, je voulais les Cévennes. Les Cévennes aussi, très honnêtement, il y a un côté marketing qu'on va pas se cacher, parce D'accord, que au début, ça devait s'appeler les Fiertés du village. Et après, j'ai pensé, je lui ai dit, mais tu d'accord. devrais mettre les Cévennes. Et comme a dit Jean Carrière, là, qui a gagné le concours il y a plus de 50 ans avec L'épervier de Maheu, qui se passe dans les Cévennes, et je lui rends hommage dans ce livre. Quand il a publié L'épervier de Maheu, toute la France euh, C'est tourné vers... a considéré qu'il y avait des racines cévenoles. Ah, mais moi j'ai un ancêtre Cévennes, moi je connais les Cévennes, moi je connais les Cévennes, etc. Et c'est une région qui est patinée par l'histoire, c'est une région qui est forte. C'est des noms comme le Vercors, comme la Mhm. Dordogne, comme ce sont des noms avec une forte puissance. Tous les Français n'y sont pas allés. C'est loin les Cévennes. Il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés dans les Il y a beaucoup Cévennes. d'histoires, Il y a... depuis le loup du Gévaudan, Ouais. etc., les dragonnats. Donc Ouais. c'est une terre qui est connue de nom. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu y aller encore, mais c'est connu. Donc il y avait ce côté marketing aussi. J'y tiens, une histoire des Cévennes. Ça serait peut-être plus facile pour présenter si je nomme directement la région dans le titre. Oui, c'est vrai, puis ça permet pour ceux qui connaissent en tout cas de se faire une image précise. Moi, je suis comme toi, je connais bien les Cévennes, j'y ai passé quelques étés. Et c'est vrai que bah, on se projette immédiatement, même si c'est transférable dans une autre zone rurale, hein, mais on se projette quand même dans ce décor et c'est vrai que c'est assez agréable. Pour ma part, moi, j'ai vraiment perçu ce décor comme un personnage à part entière dans le récit. Et je pense que c'est lié au fait que le récit, il est structuré en 4 parties qui sont intitulées hiver, printemps, été, automne. Alors on a 4 saisons pour un décor qui a des apparences changeantes, mais en fait c'est un éternel recommencement. En fait c'est un décor qui est figé dans le temps. Et pour que les auditeurs saisissent toute la portée de ce figement dans le temps, si j'ose dire, je propose que tu en lises un premier et court extrait. Il est tiré du prologue, au moment donc de la tentative de suicide du jeune Florian. Je te laisse le lire et puis on en rediscute après. Très bien. La serrure commençait à être triturée, probablement avec un tournevis. Son père avait une fois forcé la porte de sa chambre avec cet outil, quand Florian s'était enfermé, à 8 ans déjà. Il ne recevrait pas de gifle cette fois-ci, bénéficiant d'une clémence illogique, car il s'exposait au danger. Enfant, il s'en était pris 2, à cause d'un acte dangereux ou d'un manque de respect, sans compter celle de la maîtresse quinquagénaire qui avait imposé une discipline de fer dans une classe unique où Montessori n'évoquait rien d'autre qu'une marque de pâte. Aucun parent n'a jamais eu l'idée de s'en plaindre. Le père ou la mère giflait le puni. Le plus sévère du couple appliquait un code séculaire. T'as pas intérêt à foutre le souk en classe. Les Cévennes, ce fut et restera un échantillon de la France avec 20 ans de retard. Pour le pire et le meilleur. À chacun de décider selon ses valeurs. Les foyers s'étaient moqués de la récente loi anti-fessée. Un truc de bobo parisien. Chez eux, les placards avaient longtemps conservé un martinet en fin de règne, aux lanières coupées au ciseau. Les Roumégeons, un père absent et une mère poule, paraissaient aux yeux de tous comme une famille laxiste, avec un gosse trop gros, toujours le nez dans ses bouquins. Merci Benjamin. On voit bien avec ce prologue hein, comment le contexte rural vient influencer le cours des événements. Je précise que cette tentative de suicide du jeune Florian, elle se déroule au beau milieu de l'année scolaire 2022-2023, donc très récemment, et à une époque où le harcèlement scolaire est un phénomène connu, censé être identifié, faire l'objet d'une sensibilisation, que ce soit auprès des élèves, des enseignants et des parents. Mais ce que tu décris ici, ce sont justement toutes ces résistances culturelles qui freinent et qui invalident en fait cette sensibilisation. On l'a évoqué très rapidement, mais tu es enseignant, hein, tu es professeur de français, c'est ça? Professeur de français langue étrangère, mais à part dans l'expérience
que j'ai eu en Inde, où j'ai fait mon livre Namasté Surji, un prof en Inde, j'enseigne à des adultes. Donc, je n'avais Ah, pas de d'accord. classe, etc. Là, même si j'ai enseigné, j'ai été chargé de t'aider en droit, j'ai déjà fait des remplacements dans des lycées, mais je ne suis pas enseignant à part entière toute l'année avec des enfants. D'accord, parce que j'avais cette idée en tête. Je me demandais si toi, justement, en tant qu'enseignante, avais pu observer ce genre d'aveuglement ou de réticence à voir vis-à-vis du harcèlement. A priori, donc, c'est pas le cas, c'est pas des choses que tu as pu... Je l'ai vu en Inde, j'ai vu un Ah, enfant qui avait tout pour lui. Il était intelligent, sympathique, beau, et il était harcelé par ses camarades. Et donc, je suis allé voir le professeur principal, indien. Il m'a regardé, ouais, bon, il me dit, on réglera le problème. Il n'a rien réglé du tout. Il a fait ça à l'indienne. Et puis après, moi, un jour, j'ai sermonné les trois enfants qui le harcelaient en expliquant mon expérience personnelle que ce que j'avais connu il y a 30 ans de ça. Donc, pour essayer de les marquer, de les faire réfléchir. Mais oui, j'ai assisté à ça. Oui, il se faisait harceler. Il était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps embêté par ses camarades. J'étais jaloux parce que ce garçon, il avait tout pour lui. donc tu dis que toi, tu as subi ce harcèlement scolaire. Donc, ce que tu racontes, c'est quelque chose que tu connais de l'intérieur, en fait. Je l'ai subi, mais pas autant que d'autres. J'ai même été harceleur, c'est-à-dire que j'étais un harceleur suiveur. Je suivais la Hmm. personne qui harcelait, la personne principale, parce que je me disais, si je ne le fais pas, le prochain, c'est moi. Et donc, on était toute une bande de gamins à harceler un autre gamin. Je me rappelle très, très bien. Et j'ai honte de cette époque, mais dans ma tête d'enfant, c'était lui ou c'était moi. Non, mais c'est un mécanisme, je pense, qui existe pour d'autres. C'est bien de le dire et de le reconnaître. Est-ce que tu penses que la réticence à voir ce harcèlement et à agir à ce harcèlement, en ce qui concerne le cas de Florian, hein, le cas que tu racontes dans Les Fiertés des Cévennes, est-ce que tu penses que c'est lié à son homosexualité supposée? Est-ce que c'est un facteur plus pour le harcèlement? Mais c'est tout un ensemble, c'est que malgré tous les prospectus et la prévention qu'on peut faire, il y a encore tellement à faire et que voilà, il se plaint une fois qu'il veut pas retourner à l'école, mais le père insiste. Pour une fois, le père il prend position et il dit non, il faut aller à l'école. Il voulait pas son fils dans les pattes à la maison en apprentissage scolaire à distance. Les surveillants, bon, ils sont avec leur portable, ils regardent pas plus que ça. Hmm. La proviseure, finalement, en tant que proviseur, elle veut protéger son établissement. En tant que femme, elle est révoltée. Donc, il y a une dualité. Oui, donc c'est personne n'a voulu trop voir, etc. Et ce cas, et lui, il a trouvé des stratégies pour essayer de se protéger. Mais finalement, la seule qu'il avait à ce moment-là, c'est de mettre fin à ses jours. Donc on peut quand même dire que Les Fiertés des Cévennes, c'est une fiction, mais qui s'empare très fortement du réel. Et d'ailleurs, le premier livre que tu as publié, Namasté Sirji, c'était une autobiographie. Et je trouve ça intéressant du point de vue de ton parcours d'auteur, parce qu'on entend souvent dire que le premier écrit d'un auteur, il est souvent très imprégné de son expérience personnelle, qu'il s'agisse d'une fiction ou pas d'ailleurs, comme s'il était quelque part nécessaire de passer par ce sas de l'écriture de soi avant de pouvoir se projeter dans d'autres expériences de vie à travers le roman. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'était vrai en ce qui te Ah, mais concerne? absolument. C'est-à-dire que le premier, c'est totalement autobiographique, c'est un témoignage, je n'ai rien inventé. Et puis après, au fur et à mesure de mes livres, je m'éloigne de tout ceci et ça reste des romans. Les autres sont des romans, ce sont pas des autofictions. Mais, Hmm. mais bien sûr qu'il y a toujours ça et là des anecdotes, des passages de ma propre vie, quoi. Je sais plus quelle autrice avait dit ça. Elle avait mis en début de son livre une phrase de quelqu'un, ou un auteur qui disait, écoutez, si je faisais un livre sur les tartes aux fraises, croyez-moi, je serais la tarte aux fraises. Ou, il dit, voilà, il voulait dire que bien sûr que les lecteurs adorent savoir qu'est-ce qui est autobiographique ou pas. Et c'est vrai que quand l'auteur est auto-hésité, on a l'occasion de mieux le connaître. On peut lui poser des questions, il répond, Et il oui. s'expose plus sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas tout à fait la même lecture. Donc non, mais je suis Florian, je suis Kevin, je suis Gilbert, je suis Tu es Viviane. Rémi, Il tu y a de es tout le tout, monde en il y a de fait. tout le monde dans ce livre, bien sûr. Il y a un peu de moi dans chaque personnage. D'ailleurs, dans Namasté Sergi, t'expliques être parti en Inde pour tenter d'oublier ton divorce.
et la séparation et la fuite, qui pour moi est vraiment le corollaire de la séparation, sont donc des thématiques personnelles qui ont continué à imprégner tes récits de fiction. Mhm. C'est un peu finalement comme si tu cherchais à explorer ça sous toutes les coutures, en adoptant différents points de vue pour vraiment comprendre en fait. Je suis un des plus grands spécialistes mondiaux des ruptures. Donc, D'accord. bon, on peut lire Fuenquinos avec deux sœurs, etc. Oui, oui, il explique bien ça aussi, là, le mécanisme de rupture Oui. quand une se fait larguer. Mais je connais le thème sur le bout des doigts. Mais la bonne nouvelle, parce que c'est vrai quand même que je répétais un peu ce thème, la bonne nouvelle, c'est que le cinquième livre ne comporte pas ou très peu de ruptures. Donc ça y est, je pars Ah, sur autre chose, etc. Mais c'est vrai que... Mais il y a quelque chose qui a été guéri quelque part par l'écriture, hein, oui, peut-être. mais les auteurs, c'est compliqué parce que si on fait toujours la même chose, on peut lasser. Hein, tiens, je pense à Édouard Louis, par exemple, ça reste toujours un peu ou Mm. prou la même chose. Si on fait des choses totalement différentes, on peut perdre le lecteur. Donc c'est pas facile d'être comme Laurent Godet qui est capable d'écrire sur tout, sur tous les styles, sur tous les genres. Je ne suis pas Laurent Godet. Donc c'est vrai que la béquille de la rupture m'a beaucoup aidé au début, mais je pense que là, non, pour le cinquième c'est fini. Il y a la rupture et il y a la fuite. La fuite, dans Les Fiertés des Cévennes, c'est vraiment un motif récurrent. On va y revenir tout à l'heure. Les membres de la famille Bastide, ils sont passés maîtres dans l'art de la fuite, quoi. Ils ont chacun leur méthode. C'est vrai, tu as tout à C'est fait assez. raison. Et dans Comme il faut mon troisième, il y a la fuite aussi. Donc c'est oui, bien sûr, bien sûr. Hmm. Mais c'est la fuite pour que finalement après les personnes reviennent toujours. Ah. Alors, on y reviendra tout à l'heure à la fuite. Avant de creuser cet aspect, moi, c'est vraiment le choc de la séparation que j'aimerais aborder parce que le premier souvenir que réveille la tentative de suicide de Florian, c'est bien la disparition du père de Kevin. Cette disparition que tout le monde avait justement tenté d'oublier. Et je voulais te demander, qu'est-ce qui, d'après toi, rend cette fuite, c'est une séparation par disparition, c'est quelque chose de très brutal, pourquoi est-ce que c'est si impactant pour le reste de la famille? Est-ce que c'est le poids du déni? Non, je pense qu'aussi c'est par rapport au reste du village. Là, je me suis inspiré. Moi, je suis de Castries, donc un village aujourd'hui de 7000 habitants. Et quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, un homme puis un autre homme sont partis pour rejoindre d'autres hommes. C'était fin années 80, début 90. Et ça m'avait marqué. Et c'était un plus gros village à l'époque, je sais pas, il y avait peut-être 2000, 3000 habitants, 4000. Et ça m'avait marqué, ça avait marqué le village. Alors, Camprieux-Saint-Sauveur des Pourcils, où il y a 200 habitants l'hiver, bien sûr que ça a marqué le village deux fois plus. Donc, les Bastides se sont recroquevillés, plus personne n'en a parlé, et c'est le poids des non-dits, le poids des conventions sociales, la honte, la gêne, la colère, qui fait que plus personne ne parle de Michel. D'accord, donc là, oui, on est sur la honte, la gêne, le tabou. Voilà, on écrase tout, on met tout sous le tapis, hein, c'est l'idée. Mais ce nœud du passé, bah, finalement, ça reste un événement non résolu et il refait surface par l'intermédiaire de Florian de manière assez explosive. Et c'est une femme, c'est Blanche, la belle-sœur de Michel Bastide, qui va tenter de dénouer ce nœud, notamment en se manifestant auprès de son fils Rémi, qui est parti vivre au Canada. Je précise pour les auditeurs que pour resituer les liens familiaux de tous ces personnages, t'as dressé au début du livre l'arbre généalogique de la famille Mhm, Bastide. C'est important parce que, outre le fait que ça aide à retrouver ses petits pour le lecteur au début, quand les personnages n'ont pas tous pris corps dans mhm. l'imagination, ça aide à retrouver ses petits, mais je pense que ça dit plus que ça. Moi, je pense que ça révèle aussi, bah, justement, les interactions inconscientes qui se jouent parfois sur plusieurs Bien sûr. générations au sein d'une même famille, hein. Ici, on est sur 3 générations. C'est ça que tu as voulu mettre en forme, en fait, à travers tous ces personnages, c'est ces C'est interactions. un thème qui me passionne, les histoires du passé qui se transmettent de génération en génération, que l'arrière-grand-père il a connu quelque chose et que ça saute plusieurs générations et ça revient. J'y crois. Et je crois en plus, il y a la transmission intrafamiliale, donc Mhm. qui se fasse par la famille, mais il y a en plus par le lieu d'où l'on vient. Chaque lieu d'où l'on vient a connu quelque chose de fort.
ça peut être, l'esclavagisme, ça peut être les tranchées, ça peut être la résistance, ça peut être une catastrophe naturelle terrible. Et ces Mm. histoires-là, ce traumatisme se répercute jusque des centaines d'années plus tard. Et j'y crois absolument. Ça s'inscrit dans les cellules. Bah, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique aujourd'hui. Ça a été démontré au niveau de l'épigénétique, en fait, comment l'environnement, tout ce qui environne une personne, en fait, depuis les émotions jusqu'à la pollution, ce qu'elle mange, les événements traumatiques, viennent modifier la réponse des gènes. Et ça s'inscrit et ça se transmet sur des générations. Et effectivement, j'y pense parce que j'avais lu un livre à ce sujet qui expliquait très bien que les populations qui avaient subi l'esclavage, donc les populations africaines, avaient en héritage des pathologies comme le diabète ou la dépression qui étaient directement rattachées à ces épreuves de leurs ancêtres. Mhm. Et donc c'est très juste ce que tu dis. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect transgénérationnel au sein de la famille, mais on vit au sein d'une famille, on vit aussi au sein d'un monde, et tout ça, ça s'imbrique. Absolument, absolument. Et c'est vrai que cette famille Bastide, t'as très bien resitué ça, c'est très bien recomposé. Alors, ces interactions entre les générations, elles sont au cœur de l'extrait que je vous propose de découvrir à présent. Dans cette scène, c'est Blanche. Donc Blanche, je répète, c'est la belle-sœur de Michel qui s'est enfuie, et donc la tante du petit Kevin. Et elle annonce à son fils Rémi la tentative de suicide de Florian. Voilà. Donc Florian, c'est le neveu de Rémi. Denis, De Denis, Rémi, non. pardon. En plus, ouais, j'ai fait ouais, ça c'est moi, tu vois, ça c'est mon transgénérationnel à moi qui, Ouais, c'est comme Sébastien, Benjamin, qui etc. remonte. C'est Denis. Ok, pardon, autant pour moi. Donc, elle lui demande de l'aide, notamment parce que Denis a bien connu le père du harceleur de Florian, mais pas seulement, on va le comprendre à la lecture, je vais vous lire cet extrait. C'est pour ça que tu dois revenir cet été, le supplia Blanche. Maman, je connais à peine mon neveu et je ne serai d'aucune utilité, jugea-t-il sans contestation possible. Blanche piocha 3 chocolats d'un coup. Cet alcool commençait à lui monter à la tête. Notre famille souffre car nous sommes désunis, lâcha-t-elle dans un soupir de profonde tristesse. Les Hanfous règnent parce qu'ils sont un clan. Les Vidal, les Rayans, les Ménadier, tous sont unis. Et nous, alors que nous n'avions pas de problème entre nous, on a perdu notre famille. Le passé est le passé. Le paternel l'a très bien répété. Et le futur est à venir, complète la mère, ajouta Blanche. Je veux que tu reviennes cet été. Je veux que Michel revienne et je veux retrouver Kevin. Je t'ai déjà dit que c'est compliqué avec un bébé et que j'ai peu de temps et des responsabilités. Désolé mon grand, mais les gens comme toi, qui ont une belle position, rentrent l'été voir la famille. Vous négociez même des vols payés par vos boîtes. L'ouvrier pakistanais à Dubaï n'a pas cette chance et il bosse plus que quiconque. Denis ne reniait pas ses origines. Il n'était pas devenu prétentieux ou irrespectueux à l'instar d'un nouveau riche. Ses parents l'avaient éduqué. Toutefois, les privilèges accordés année après année l'éloignaient de plus en plus des réalités. Un voyage longue distance avec escale pour un homme seul et un bébé, une poussette, les bras chargés, ce n'est certes pas une promenade en calèche à Séville, mais il reconnut une vie moins compliquée que celle d'un Pakistanais au passeport confisqué qui aurait bien aimé rentrer une fois par an voir les siens, à Faisalabad, le vol payé, malgré les 20 heures de train ensuite. Entre déconnecté et menteur, il préférait l'honnêteté. Apparemment, c'était le moment. « Je n'ai plus ma place dans les Cévennes, ce n'est plus chez moi », avoua-t-il, le nez caché dans le verre. « Et pourquoi ça ?»« Dis-moi. » »« Pour rien, maman, je ne m'y sens pas bien. »« Parce que tu es comme Michel, toi aussi ?» tenta Blanche, le regard vers la fenêtre. Denis eut la sensation d'avoir introduit ses doigts dans une prise électrique. Il se leva d'un bond, se dirigea vers la commode et sortit du tiroir un paquet de cigarettes et un cendrier. Benjamin, si j'ai choisi de lire cet extrait, c'est parce qu'il montre comment il peut être difficile de revenir sur ce qui a été caché ou refoulé. Ici, on voit que la tentative de Blanche se retrouve confrontée au rejet de son fils,
Visiblement, Denis s'est fabriqué une vie, il s'est constitué une nouvelle identité qui n'a plus rien à voir avec sa vie d'avant et la famille d'où il vient. Tout à l'heure, on a évoqué le déni des parents de Florian, le déni de l'école, mais là, c'est une autre forme de déni que tu décris, non? L'extrait que tu as choisi, tu l'as très bien choisi parce que c'est vrai que Blanche, elle fantasme sur les autres familles qui, selon elle, sont des clans et elle trouve que sa famille est complètement désunie. Non pas qu'ils soient fâchés tous, mais je sais pas, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communication. Et en fait, je sais pas si elle est dans le déni, mais c'est elle ne connaît pas son fils, elle ne le connaît pas bien, personne ne connaît bien Denis. Et Denis est un personnage assez mystérieux que on dit qu'il est beau, on dit qu'il est intelligent, il était brillant, mais il est parti. Et une fois qu'on part de cette région, bon, on part très loin parce que cette région, les Cévennes, lorsqu'on est sur une application et qu'on voit une autre personne à 20 kilomètres, ça peut être plus d'une heure de route. Donc ce n'est pas tout droit. Et donc voilà. Et puis quelqu'un qui est parti à Toronto, ben, c'est devenu un étranger pour le village. Oui, puis il a clairement cette volonté aussi Absolument, de absolument. d'oublier cette vie et d'en inventer une nouvelle. Donc lui, il a cette volonté d'effacer clairement son passé, quoi. Il n'était pas heureux avant dans les Cévennes, donc il a aussi fait ce qu'on attendait de lui parce qu'il était brillant et il a voulu remplir beaucoup de cases, les cases supposées du bonheur et ça marche pas tout le temps. Ce qu'on voit très bien avec le récit, hein, c'est que le problème avec le déni, c'est que ça ne résout rien. Et ce que l'histoire de la famille Bastide met en lumière, c'est le fait que bah, les nœuds irrésolus du passé, ils ont cette fâcheuse tendance à persister et à se manifester souvent de manière assez violente et explosive dans le présent. C'est exactement ce qui se passe ici avec Florian, non? Oui, oui. Il y a une succession de nœuds, de problèmes, et c'est avec Florian, c'est avec Kevin, c'est avec Denis, c'est avec Michel, et puis c'est aussi avec tout le reste de la famille, parce que moi je l'aime cette famille, j'aime ces personnages, parce que personne n'est parfait, personne n'est ni bon ni mauvais, ils ont tous des instants de grande bonté, puis après ils sont capables de tout gâcher par une maladresse qui fait de la peine. Et ils sont dysfonctionnels, comme on dirait aujourd'hui, mais j'ai envie de dire quelle famille est fonctionnelle. Donc cette histoire, en fait, je ne juge pas mes personnages. Non, non, il n'y a aucun jugement dans le récit. C'est très juste ce que tu dis parce qu'on arrive justement à comprendre les nuances des points de vue de chacun, la manière dont chacun se débat avec son truc comme il peut, en fait, hein, tout simplement. Exactement. Et il me semble que cette faculté du passé à toujours se renouveler et se manifester dans le présent, c'est aussi l'un des sujets de ton premier roman, Les Dettes de jeu. Tu veux nous en parler un petit peu de ce roman? Oui, bien sûr. C'est un roman, donc c'est mon premier roman. Il est un peu différent par rapport aux autres que j'ai écrits, puisqu'il est, d'abord, je me suis mis dans la peau d'une femme, et c'est une femme qui a un projet un peu saugrenu. Et elle désire revoir, c'est ce qu'on appelle l'exologie, c'est l'étude des ex. Elle désire retrouver ses ex. Et alors, malgré cette idée qui peut paraître un peu loufoque, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, parce que quand on veut retrouver ses ex, quand on veut les revoir, on veut redécouvrir une part de soi, ou comprendre une part de soi, ou travailler pour le futur une part de soi. Et donc, c'est un roman que j'ai eu du mal à promouvoir, parce que je suis un homme, parce que je ne respectais pas les codes classiques d'une histoire feel good. Je suis même pas sûr que ça soit un livre feel good. Donc, je l'ai retravaillé l'année dernière un petit peu et j'en ai fait une version poche. Voilà, je voulais le reproposer à mes lecteurs et à ceux qui ne me connaissent pas, non, bien sûr aussi. Est-ce que tu voudrais bien nous en lire un extrait pour qu'on se fasse une idée un peu de l'univers de ce roman? Exactement. Alors, j'ai choisi un peu un passage où c'est vraiment, c'est après la signature finale de son divorce avec donc c'est Paulette, le personnage.
Et son ex-mari, ils viennent de signer les papiers, et ils se disputent encore, qui s'appelle Anthony et qui est d'Amérique du Sud. Ok. Un petit peu d'eau. Et je vous lis ceci, c'est Paulette qui commence. Après une rupture, on alterne des périodes de colère et de tristesse. Toi, tu voulais mon amitié. Tu avais gagné tes papiers. Tu étais donc prêt à voler de tes propres ailes après avoir picoré chaque grain que j'amassais pour nous. Tu m'as trahi 2 fois, en me trompant et surtout en manquant à ta parole donnée, à savoir m'aimer pour toute la vie. Tu ne connais rien à l'amour, Paulette. Tu n'aimes pas, tu étouffes. Je n'en pouvais plus de ton caractère dominant. J'avais l'impression de sortir avec un homme. Il recule d'un pas, raide dans cette méchanceté qui ne lui ressemble pas. Oui, Anthony, c'est dur d'être méchant. Si tu voulais épouser ta mère ou trouver une autre femme soumise, je t'ai déjà dit de ne pas parler de ma mère, me coupe-t-il. Tu t'es trompé de continent ou d'époque. Il détourne le regard, puis me fixe à nouveau. J'ai dormi chez mon pote mexicain. Tu es contente? Son visage présente en effet des signes de fatigue. Il est cerné, les cheveux gras. Il semble avoir vieilli en une nuit. Mon corps tremble. Je ne sais plus si je parle pour les femmes trompées ou pour la femme brisée que j'étais, celle qui n'a jamais trouvé d'épaule sur laquelle pleurer. J'en suis ravi. Tu m'as trahi 2 fois et j'ai doublement le droit d'avoir pris un malin plaisir à détruire ton couple. J'en ressens de la fierté. Je le revendiquerai pour toutes les femmes qui ont tout donné en amour. Pour celles qui ont connu le désespoir au point de ressentir des idées suicidaires. Pour celles qui ont été trompées, humiliées, battues, mutilées, vendues, trahies, arnaquées, et j'en passe. Il était temps qu'une parmi elles fasse souffrir comme elles ont souffert. Cesse de pleurnicher, tu t'en remettras. Tu trouveras bien une nouvelle bienfaitrice. Pourquoi tant de haine? J'hésite à me dévoiler. Après le sale coup qu'il vient de subir, il mérite une explication, la vraie. Parce que pour moi, tu étais le bon. J'ai envie de fuir le lieu et la vérité. Je prends une profonde respiration pour peser mes mots. Je me suis vu peigner tous les matins une adorable fillette aux cheveux de jais comme les tiens. Et ce rêve n'arrivera jamais. Anthony relève la tête et confesse infragile. Je suis désolé. Je lui tourne le dos et embrasse enfin l'avenir. Merci pour cet extrait des dettes de jeu. On voit effectivement qu'il est question de réparation quelque part et de besoin, même si c'est hyper difficile de mettre les mots. Il y a quand même une envie de fuite. Hein. Oui, elle fuit en avant, elle. Elle fuit pas dans le sens géographiquement de là où elle est, etc., même si elle voyage pour retrouver ses ex, mais elle fuit en avant pour les confronter. Et c'est que, Maude, de ce que j'ai compris de la rupture, malheureusement, c'est un peu la chanson d'ABBA, The Winner Takes It All. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un qui s'en sort rapidement. Il s'en sort, il va bien, il retrouve quelqu'un ou pas, il respire, il se sent bien, c'est comme si c'était un épiphénomène. Et l'autre personne souffre À terre. et sur plusieurs années. Et j'ai connu des gens qui ne s'en sont jamais remis totalement. Ah oui, absolument. Parce que une rupture, c'est pire qu'un deuil. Parce que l'autre personne est toujours vivante. Et puis elle a vraiment choisi de partir, elle l'a décidé. Exactement. Et à un moment, elle dit, ce n'est pas que je veux que tu meurs, c'est que je ne veux plus que tu vives. Parce que ça lui fait mal de voir l'autre personne en face vivre. Et puis aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, etc., malheureusement, c'est très dur de résister et de ne pas avoir des nouvelles. Et donc, il y a des personnes qui souffrent, qu'elles aient agi bien ou pas, qu'elles méritent la rupture bien ou pas. C'est quelque chose de très très difficile qui fait travailler les psychologues, mais
La bonne nouvelle que je peux dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'en effet, avec le temps, normalement, ça s'arrange si on travaille sur soi. Moi, là, par exemple, ça m'a pris 6 ans, mais je peux dire que je suis avec quelqu'un et que je suis très heureux. Bon, bah tant mieux. Oui, bah, de toute Exactement. façon, ça fait partie des épreuves d'une vie, hein, effectivement, Ouais. qu'on traverse tous, mais c'est vrai à différentes échelles, et puis ça peut se passer plus ou moins bien, plus ou moins dans le respect aussi, malgré tout. Exactement. Exactement. Bien. Après cette petite encartade dans les dettes des jeux, je propose qu'on revienne aux Cévennes et puis à l'histoire de la famille Bastide. Et Oui. justement sur cette notion de fuite, parce que je le disais tout à l'heure, les membres de cette famille, ils ont développé toute une palette de stratagèmes pour fuir la réalité ou les vérités qu'ils ne voulaient pas voir. Alors, on a Denis, dont on vient de parler à l'instant. Lui, il a quitté les Cévennes pour s'installer au Canada, où il s'est en quelque sorte construit une nouvelle identité. Florian, le jeune collégien harcelé, lui, il fuit dans les livres. Ça, c'est quelque chose qui est très prégnant Oui. hein, tout au long du livre, ce refuge que lui offre la lecture. Oui. Lecture plus ou moins triste, lecture plus ou moins violente, mais qui lui permet vraiment de se créer une bulle et de s'extraire de cette Oui. réalité qui l'afflige. Et puis, alors, on a le père de Florian, Gilbert. Alors, lui, il se contente de fuir dans le travail. Il consacre tout son temps, toute son énergie à son épicerie. Ça lui évite Oui. de gérer ce qui se passe à la maison, hein, concrètement, c'est bien ça. Exactement. Exactement. Et alors, on a Viviane. Alors, Viviane, c'est la femme qui a été délaissée par Michel. Donc, elle fuit dans l'alcool. C'est Oui. pas très joli à voir. D'ailleurs, ça fait aussi des ravages hein, sur son fils Mhm. Kevin, notamment. Et puis, Kevin, Mhm. le fils de Michel et Viviane, lui aussi, il va quitter sa famille et les Cévennes. D'abord pour Montpellier, qu'il fuira à nouveau pour Barcelone, où il va carrément Oui. changer de nom et devenir Myrtille. Et Oui. je vous propose d'ailleurs la lecture d'un nouvel extrait qui correspond justement au moment où Kevin se décide à quitter Montpellier. Super. Assis à la terrasse d'un café de la place de la Comédie, une pinte sous un soleil de printemps, Kevin dessinait l'équilibre architectural de l'opéra et de la fontaine des Trois Grâces, deux grosses valises à ses pieds. 21 ans en avril, les 3 dernières années l'avaient sauvé, encore un miracle montpelliérain. Certes, l'expérience avait mal commencé. Une première nuit dans la rue, puis dans un centre d'hébergement pour jeunes. L'association Le Refuge se créerait plus tard pour aider les jeunes gays en détresse. Partager un dortoir pendant des mois avec des camarades de souffrance lui avait prodigué des leçons de vie pour le pire et le meilleur. Le pire, c'était la marijuana, qui avait accentué une certaine paranoïa. Toutes les Cévennes le cherchaient. Il avait pourtant ignoré les appels de Blanche, puis changé de numéro de téléphone. Sa mère ne l'avait jamais appelé, probablement son dernier geste d'amour pour qu'il ne coulât plus avec elle. Imaginer sa mère compter les centimes pour l'alcool et le tabac le téléportait dans la vallée. Le meilleur, c'était l'ambition. Ces jeunes se perdaient pour la plupart, pas lui, qui possédait 2 atouts, ses mains aux doigts en or et son cul en argent, qui lui permettait de vivre en couple chez Bruno, un généreux comptable quadragénaire. Kevin ne se considérait pas comme vénal ou prostitué. Il écartait les jambes pour un homme qui lui plaisait de toute façon. Il aimait passer du temps avec cette figure paternelle, calme et rangée. Où débute la prostitution, où finit un simple échange. Le daddy ne le payait pas, mais en sus du logement, il couvrait certaines dépenses, tel l'onéreux kit de ciseaux qui avait servi pour le CAP de coiffure, puis pour le brevet professionnel. Bruno se montrait tantôt autoritaire, tantôt adorable, à en étouffer son copain Jouet, qui économisait chaque euro gagné par une coupe dans un salon à la mode ou par un soin spécial dans les toilettes du Polygone, fellation qu'il aurait offert de toute manière, la forme du sexe comptait plus que la gueule du mec. Pour financer son appareil dentaire, Kevin lui avait emprunté une somme importante, à laquelle Bruno avait consenti sans rechigner, tant la bouche ouverte du gamin lui avait donné envie de détourner la tête. Il avait commencé à le rembourser. L'Espagne l'appelait. Les frontières présentent cet effet grisant de tourner le dos aux blessures du passé, le temps d'une journée ou pour toute une vie. S'évader un week-end, l'idée tient la route. Quitter le passé pour toujours, selon l'espoir de Kevin, relève d'une gageure. Il le comprendrait.
Benjamin, j'ai choisi cet extrait parce que Kevin reste finalement le personnage central de cette histoire, hein. C'est à travers son histoire que le départ de Michel résonne comme ça dans toute la famille. Il est le premier à avoir eu besoin d'explications qu'il n'a pas eues. Oui, et puis Kevin, qui est appelé à revenir aussi. C'est celui où il y a beaucoup de retours en arrière sur lui. Et c'est vrai. Et je te remercie pour cette lecture parce que je suis pas toujours. Je ne lis pas mes textes et là, t'entendre le lire avec cette voix, ça m'a beaucoup ému. J'avais l'impression d'y être et j'avais l'impression que c'est pas moi qui avait écrit ce passage. Et pour tout, ce passage que je connais bien, et les passages que je connais moins bien, etc. Mais c'est vrai que je l'aime bien, celui-ci. Je l'aime bien, mais grâce à toi, je me sens pour la première fois fier de ce passage parce que je le trouve terriblement féroce sur l'humain, mais un peu comme tout ce livre, à la fois triste, à la fois plein d'espoir. C'est vrai qu'il est avec ce mec, ce quadragénaire, qui est plus âgé que lui. Bon, lui, il a 18 ans, donc ça reste Mm. légal. Et ce quadragénaire qui a des qualités, qui lui paye des trucs, mais qui lui paye des trucs par intérêt. Notamment, on a eu un appareil dentaire, parce que quand il ouvre la bouche, c'est difficile de le regarder. C'est féroce, c'est féroce. Et l'autre qui se sent pas comme prostituée parce qu'il dit que finalement, bon, c'est un échange de services et que c'est quelqu'un qui aime le sexe, certainement, d'ailleurs, ou il aime l'excès. Oui, il aime Kevin, qui l'excès. devient Myrtille, est un homme excessif, est un homme d'addiction. Oui, ça fait partie de ses fuites, d'ailleurs. Parce que Exactement. ce qui est frappant ici, justement, c'est que sa fuite, elle suffit pas du tout à l'affranchir du poids de son passé. Il a toujours peur d'être attrapé. Montpellier, c'est beaucoup trop près des Cévennes, hein. Exactement. Et du coup, il cumule les fuites. Il y a Montpellier, il y a l'Espagne, et il y a les addictions diverses, alcool, drogue, sexe. Il est... Et oui, et qu'on a tous parlé avec l'affaire Palmade, et puis là, il y a le livre de Mathieu Delormeau, Addiction, etc. Mais c'est pas nouveau du tout. Les ravages de la drogue ne sont pas nouveaux, ne sont pas propres d'ailleurs uniquement au LGBTQIA+, mais c'est vrai que le sexe sous produits chimiques, etc., c'est un fléau, et que voilà, Myrtille s'y adonne beaucoup trop à Barcelone. Et ça fait partie de son process de fuite. C'est ça que tu as voulu montrer, que ce personnage, en fait, c'est l'inutilité de la fuite, ou comment une fuite amène une autre fuite, et qu'en fait, à force de fuir, on est condamné à la fuite. Mais ce personnage, c'est que il, euh, il n'a pas envie de mourir, mais il n'a pas tellement envie de vivre, donc il prend tous les risques. Hmm. Il prend tous les risques, il n'est pas heureux, il a vieilli. Heureusement, il a ce grand talent d'être un grand coiffeur. Pour être sincère avec toi, avec vous, lui, ce personnage, est Hmm. vraiment inspiré de quelqu'un que j'ai connu. Donc, D'accord. c'est pas lui, mais je m'en suis inspiré physiquement, je m'en suis inspiré sur des anecdotes. Par exemple, l'anecdote où il se réveille sur la place Catalunya et on lui fait les poches. Hmm. Ça lui est vraiment arrivé à à cette personne-là. Donc, les écrivains, nous sommes des vampires, vous savez. On écoute des histoires, on écoute des anecdotes et hop, on est capable après de leur prendre notre compte. Et parfois, on n'a même pas conscience qu'on a aspiré que l'histoire de quelqu'un, qu'on a sucé le sang de quelqu'un pour l'injecter dans nos propres romans. Oui, alors oui, on peut comparer ça effectivement à un vampire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en lisant le livre, ça se sent qu'il y a un vécu derrière, que t'es pas allé inventer des trucs sortis de nulle part. Il y a plein d'histoires, pardon, il y a plein d'histoires qui sont inventées, mais il y a des choses, mais il y a des détails ou parfois des situations sont réellement vécues ou des choses qui auraient pu se vivre. C'est-à-dire, je me dis, voilà, ça aurait pu se passer comme ça. Après, ce qu'il faut reconnaître quand même, hein, c'est que si les choses ne sont pas dites, et si on s'acharne autant à les fuir, c'est peut-être aussi parce que certains sujets sont difficiles à aborder, tant les tabous et le poids des injonctions sociales sont importants. Cet Mhm, aspect, on le comprend notamment avec Florian, quand il est confronté à la question de porter plainte ou non contre le harcèlement qu'il a subi. mhm. Il dit une phrase, il dit « Je sais que la honte devrait changer de camp, mais pour le moment, moi aussi j'ai honte. »
Et ça résonne terriblement avec toutes les affaires Mhm. dont on entend parler ces temps-ci, hein, Mhm. parce Mhm. que l'agression que Florian a subie, elle s'inscrit dans un rapport de domination aussi, puisqu'il se trouve que son Mhm. agresseur, c'est le fils du maire de ce petit village des Cévennes. Mhm. Et Florian, il a parfaitement conscience de la manière dont sa plainte et sa parole seront reçues par cette communauté. En fait, on voit qu'il attend pas grand-chose de la justice, hein, c'est même pas évoqué en fait. Par contre, il sait pertinemment à quoi s'attendre de la part de son environnement. Oui, absolument. Et le mécanisme que tu dessines ici, il est terrible parce que ça boucle. En fait, c'est ce même environnement qui, par tout un mécanisme de non-dit, de tabou, d'injonction sociale, finit par provoquer le harcèlement subi par Florian. C'est ce même environnement qui vient ensuite museler celui qui a été harcelé. Oui, tout à fait. Et tu mets vraiment le point là sur quelque chose qui éclaire beaucoup des débats qu'on peut avoir en ce moment, hein, sur tous ces sujets-là, quoi. La parole des victimes, elle peine, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse avec MeToo, elle peine à sortir. C'est extrêmement violent, en fait. Exactement. Tu sais ce que j'aimerais, moi, Maud, un jour, j'aimerais pouvoir faire une rencontre littéraire avec des personnes qui ont lu le livre. Donc, Les Fiertés, j'ai eu l'occasion de le présenter plusieurs fois, mais certains l'avaient lu, d'autres non. On ne pouvait pas divulgacher, on ne pouvait pas parler. Mais il y a Mm. tellement à parler sur ce livre. C'est intéressant comme concept à Ah réfléchir. oui, les écouter, dire voilà, ou pour parler de tout. C'est ce qu'on fait des fois avec certains écrivains quand on a dans un Oui. club de lecture, quand on a tous lu le livre. Et c'est vrai qu'il y a énormément à dire et ça résonne avec énormément de choses. C'est extrêmement actuel. D'ailleurs, le poids des injonctions sociales, c'est un thème qui traverse à peu près tous tes écrits. Oui, Je crois que c'est aussi le sujet dans ton second roman Comme il faut. Je sais pas si tu veux nous oui. en dire un mot. Ah, comme il faut, c'est sur les quatre, c'est moi je suis comme le père de quatre enfants. Donc j'ai quatre enfants, je les aime tous et j'ai plus d'affinité avec comme il faut. Ah, Comme il faut, c'est mon préféré. Non pas que ce soit le meilleur, mais j'ai des affinités avec lui. Il m'est facile d'en parler. Il m'arrive de relire un peu certains passages, notamment la fin, parce que je suis pas père, mais si j'avais été père, j'aurais été très lucide sur les qualités et les défauts de mes enfants. Et je suis pareil avec mes livres. Donc c'est rare de me vexer parce que je suis pas aveugle. L'amour ne rend pas aveugle pour moi. Au moins pour ses enfants et ses livres. L'amour après quelqu'un, c'était différent. Dans le sens, donc, comme il faut, ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est l'histoire de deux hommes parfaitement intégrés à Castries. L'un est directeur de l'école primaire et l'autre a une belle situation dans une entreprise montpelliéraine. Et ils vont avoir un bébé par mère porteuse. Et une semaine avant la naissance, celui qui a une belle situation s'en va. Il hum, dit désolé, ça va pas le faire. Voilà, un nouveau départ. Et ce livre-là, qui part sur une histoire d'un couple d'hommes, d'un problème qui semble au début plutôt de l'homosexualité avec la gestation pour hum, autrui, etc., avec d'autres personnages qui arrivent, finalement, ça devient une histoire universelle et on oublie même que c'est un couple d'hommes. Alors que dans Les Fiertés des Cévennes, en fait, le côté LGBT de certains personnages est là tout le livre et la condition qui explique pourquoi ça ne marche pas là-bas ou ça ne marchait pas. Donc, on ne peut pas oublier leurs conditions. Alors que dans Comme il faut, c'est les personnages secondaires sont réussis, je pense, et donnent de la douceur et contrebalancent l'histoire un peu âpre de hum. ces deux hommes un peu bourgeois. D'accord. Et par rapport aux injonctions sociales, du coup, là, c'est comment tu le positionnes ce récit par rapport à cette thématique-là? Eh bien, c'est le titre comme il faut, c'est-à-dire que ce Hum, sont deux homosexuels parfaitement intégrés dans le village parce qu'ils sont comme il faut. hum, Ils sont masculins, ils ont un bon travail, ils ont une belle maison, ils ont un chien, le jardin est parfait, ils sont parfaitement intégrés dans la société, dans le village, ils ne font pas de vagues. On aime bien les homosexuels quand ils sont très hétéronormés. hum, On aime bien les musulmans à condition qu'ils n'aient pas de grande barbe et qu'ils hum, n'aillent pas trop pratiquer. On aime bien les catholiques à condition qu'ils ne fassent pas de procession et qu'ils ne suivent pas certaines traditions. Oui, oui, donc c'est toujours le problème où on met le cursus entre ce que l'on veut être
et ce que l'on doit être pour que la société nous accepte. Donc en fait, quiconque se rapproche ou s'éloigne d'une vie comme il faut, il en paie le prix. Mm. Soit il ira trop loin, soit il ira trop près, et il s'ennuiera ou il aura des problèmes avec ce qu'il est vraiment, etc. Donc c'est ça cette histoire et elle a été bien reçue. Elle a été bien reçue, je pense. Elle a pas mal plu et c'est un livre que j'aime beaucoup présenter. J'aime beaucoup présenter. Intéressant, bah tu me donnes envie de le lire. Donc, Ah tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, revenons un peu à la famille Bastide. On va pas raconter en détail comment la Mm. situation évolue. On laissera au lecteur le plaisir de découvrir tout ça. Mais on peut quand même dire qu'au sein de la famille, une fois que les choses remontent à la surface, ça bouge, forcément. Et j'ai trouvé ça courageux justement parce que la question que pose la fin du récit, finalement, c'est est-ce qu'il est vraiment possible de revenir sur le passé? Est-ce qu'il est toujours souhaitable de déterrer de vieilles vérités? Est-ce qu'il est possible de réparer les liens? Et en fait, d'un personnage à l'autre, les réponses, elles peuvent être très différentes. Il y a ceux qui le souhaitent, comme Blanche par exemple, et puis il y a ceux pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Et tu écris très bien cette tension interne des personnages, les émotions, les points de vue des uns et des autres. Il y a tout un processus qui se met en marche au sein de la famille Bastide. C'est assez dur, parfois, c'est très émouvant aussi par moments. Et chaque personnage s'approprie ce processus à sa manière. Chaque personnage évolue, mais à sa manière. Et j'invite vraiment les auditeurs à se plonger dans les fiertés des Cévennes parce que c'est un livre qui, au-delà même de ce sujet du harcèlement et de l'homophobie, décrypte avec finesse la complexité des liens familiaux, le poids des non-dits, la contrainte des injonctions sociales et toute la diversité des souffrances émotionnelles aussi que ça peut provoquer. J'ai reçu ton livre comme ça, je l'ai trouvé très riche et voilà, outre le fait qu'effectivement ça aborde plein de sujets très actuels, derrière il y a ce sujet qui est intemporel en fait. En lisant le livre, et comme je ne juge pas mes personnages, on peut essayer de les comprendre. Et Mm. selon nos valeurs, on va se sentir plus proche de certains personnages que d'autres. Mais alors, on vit dans un monde aujourd'hui des réseaux sociaux terriblement superficiels. Et on en souffre énormément. Par exemple, moi, je me mets facilement en colère quand j'entends des personnes qui critiquent Christine Angot. Ils disent, ouais, elle est toujours en colère, elle est insupportable. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, écoutez-moi bien là-dessus. Christine Angot, elle a été violée par son père à plusieurs reprises. Ça met en colère. Donc, on peut comprendre qu'elle soit en colère et on peut Mm. comprendre que même des années plus tard, elle n'ait pas forcément envie d'être souriante, bienveillante, douce, calme, parce que sa colère alimente son art. Mm, Et mm. c'est pas une écrivaine que j'ai beaucoup lue, etc. Mais je dis, comment on peut juger cette femme après ce qui lui est arrivé, bon sang? Et donc, lisez ses livres. Et là, peut-être que Mm. vous serez plus. La lecture rend tolérant. La lecture comme la nourriture. Absolument. La lecture comme la nourriture, ça rend tolérant les gens. Sauf quand ce sont Mm. des essais abominables avec des idées. Mais le reste, un roman en général, quel qu'il soit, va ouvrir la tolérance, va ouvrir l'empathie. Et c'est ça qui est beau. Ouais. Absolument, parce que ça ouvre sur d'autres vies, ça permet de faire des expériences qu'on ne pourrait pas vivre en tant que soi. Et c'est quand même le but quand on vit de ne pas se limiter à sa propre expérience et de s'intéresser aux autres, il me semble. Exactement, c'est ce qui est arrivé comme il faut, justement, parce que beaucoup ont dit, ouais, la GPA, la gestation pour autrui, ils ont l'idée du livre de Fogiel, du livre Mm. de Beaugrand, etc., qui sont des autobiographies où ces hommes-là prennent leur paroisse, ils ont bien raison, c'est leur histoire personnelle. Et là, non, c'est toute une histoire de famille, il y a des personnages conservateurs dans ce livre aussi, mais ils ne sont absolument pas jugés, c'est pas un livre manichéen, donc voilà. Il faut qu'on dialogue, il faut qu'on lise, il faut qu'on discute, il faut qu'on s'écoute. Et après, le monde, il faut qu'on mange ensemble autour de la même table et le monde se porterait beaucoup mieux. Merci Benjamin pour cette petite tirade, je valide. Vas-y. Alors Benjamin, ton livre il est édité par Tes Soins, on va en parler un petit peu si tu veux bien, il nous Oui. reste quelques minutes. Mais alors d'abord, où et comment les auditeurs peuvent-ils se procurer Les Fiertés des Cévennes et les autres romans qu'on a évoqués? Alors, chaque fois que Maud présente un livre, ou présentera un livre qui est auto-édité, il y a plusieurs manières. La première manière, et de loin la meilleure, c'est que normalement, l'auteur, si c'est un auteur qui a un peu travaillé, il a une boutique, il a un site web qui est toujours à son nom. Donc, la personne
Vous tapez sur Google ou sur n'importe quel réseau social, vous tombez sur son site et vous pouvez directement commander à cette personne le livre, ce qui lui permettra d'être mieux rémunéré, parce qu'il n'y aura pas d'intermédiaire. L'auteur, Merci pour cette précision importante. l'auteur, il économise 30%, un minimum. Mm. Ensuite, je ne veux pas commander sur Internet, je ne veux pas commander sur le site de l'auteur parce que je n'ai pas confiance au site de l'auteur, gna piraterie. Eh bien, il y a toujours la seconde solution, c'est Amazon. Moi, j'imprime mes livres hors Amazon. Sur ma boutique personnelle, ce sont mes stocks de livres que j'imprime moi-même. Et après, sur Amazon, vous avez l'e-book ou les livres imprimés par Amazon. Je ne veux pas passer par Amazon parce que je veux soutenir les libraires, etc. Très bien. Vous pouvez aller en librairie, commander les livres d'un auteur, y compris d'un auteur auto-édité, si lui, il s'est enregistré. Donc, si un auteur édité, évidemment, si c'est la petite mamie qui vient de publier un livre, peut-être qu'elle n'a pas fait toutes les démarches, vous savez, pour que son livre soit en librairie. Mais si vous allez chez un libraire, moi je suis dans les logiciels, vous dites je veux un livre de Benjamin Audoin, le libraire va me chercher et va passer commande. Peut-être que parfois, il va dire non parce que un dette de jeu à 10 euros, il a peut-être pas envie de m'envoyer un courriel, de réceptionner le livre, de me demander une facture, que j'envoie la facture pour après régler. Peut-être que pour lui, pour 10 euros, il gagne 30%, ça lui fera 3 euros. C'est un peu trop de travail. Souvent, des fois, il accepte pour faire plaisir au client et il aura tendance à dire non. Mais s'il dit non, non, c'est pas que ça n'existe pas. Vous avez d'autres, faut pas en vouloir au libraire aussi. C'est juste qu'il a pas envie, voilà, faut pas en vouloir au libraire. Après, c'est vrai que les libraires indépendants, en général, ils connaissent leurs lecteurs et qui font les efforts Voilà, nécessaires. ils le font, c'est Voilà. un bon lecteur, etc. Et puis, c'est l'occasion. C'est bien ça aussi parce que c'est l'occasion de me faire connaître au libraire, des fois. Donc, Absolument. Justement, on va en parler. La question de l'édition, c'est un sujet qui touche tous les auteurs parce que ça impacte directement la diffusion d'un livre. Tu viens de nous expliquer comment ça fonctionne, c'est très bien. Il faut savoir que quand on n'est pas édité par une grande maison qui peut envoyer des livres aux librairies qui pourront les renvoyer en cas d'invendu, c'est très compliqué de rentrer dans les librairies. Oui. Toi, c'est le 4e livre que tu auto-édites, donc tu maîtrises un petit peu ton sujet. Et est-ce que tu avais déjà réfléchi à cette question quand tu as commencé à écrire Namasté Sirji, ton premier livre, ou c'est venu petit à petit? De l'éditer ou Oui, de l'auto-éditer. Mais là, c'était Namasté Surgi. Alors, Namasté Surgi, quand j'ai publié, d'abord, j'ai écrit ce livre pour moi, à chaud, parce que je voulais me rappeler tout ce qui m'était arrivé en Inde. Puis ensuite, heureusement pour vous, je l'ai quand même retravaillé pour en faire une version acceptable pour le lecteur. Mais ce livre, je pensais qu'il n'allait intéresser personne. Et je pensais que c'était un livre qui n'allait pas marcher. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est mon best-seller. Ce sont mes meilleures ventes. Et je continue à le vendre. Oui, j'ai vu que tu en avais lu 2000 exemplaires, c'est super bien. J'en ai vendu 2000 exemplaires, donc plus que tous les autres réunis. Donc c'est un livre qui marche bien. C'est un livre qui a été approché après par une agente littéraire qui l'a proposé à des maisons d'édition. Bon, moi j'ai pas de nouvelles, je pense que c'est foutu. Mais voilà, donc je ne me suis pas posé la question. J'ai dit je vais faire de l'auto-édition. Bon, la première version, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde, il y avait des choses à revoir et tout. Mais non, n'hésitez pas, si vous aimez votre livre, si vous avez confiance en votre livre, renseignez-vous bien avant. Bien sûr que c'est possible, bien sûr que c'est possible. De toute façon, on apprend. On ne fait pas des erreurs, on ne reçoit que des apprentissages. Oui, et d'ailleurs, j'ai vu, tu as fait un post il n'y a pas longtemps pour expliquer que tu proposais une réédition des dettes de jeu. Oui. Qui est aussi revue sur le plan matériel pour que ce soit plus accessible, moins cher. C'est important, ça. C'était pas forcément le prix parce que les dettes de jeu, c'était pas mon livre le plus cher, mais mes dettes de jeu, justement, c'était ce livre qui vendait le moins. Mais je n'ai jamais aimé la couverture. Je n'ai jamais aimé le format. Je n'y connaissais pas grand-chose à l'époque et j'avais pas les bons interlocuteurs. Donc c'était un livre avec lequel je ne me sentais pas bien. Et maintenant, c'est en version poche. Il est à 10 euros. C'est pas ce livre qui va me permettre de gagner de l'argent parce que l'argent que j'avais gagné grâce à lui, je l'ai réinvesti dans le poche. Mais pour reprendre la métaphore, les dettes de jeu, de mes 4 enfants, c'est celui qui me posait le plus de problèmes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je l'abandonne, je le laisse là où il est, je parle plus de lui, etc., comme s'il n'existait pas, etc. Ou je lui remets le pied à l'étrier pour lui donner un peu une nouvelle vie.
Donc c'est ce que j'ai fait et je suis très content d'avoir ce livre avec moi dans les salons et sur les réseaux. J'aime la couverture, Non, c'est une histoire intéressante. Bien, merci beaucoup Benjamin. Je propose que l'interview se termine sur ces mots. Merci beaucoup de partager ton expérience avec nous. Merci encore une fois d'avoir accepté de participer à Voix de Plume. J'espère que c'était une expérience agréable pour toi. Très agréable. J'ai hâte de pouvoir revenir un jour, mais bon, il faut faire découvrir d'autres auteurs et d'autres autrices. Donc, un grand merci par avance au nom de tous les autres auteurs que tu vas faire découvrir après moi. Merci beaucoup. C'est vrai que plusieurs des auteurs qui ont participé à cette première saison étaient auto-édités. D'autres sont édités par des maisons d'édition qui ont des petits moyens mais qui sont très engagés auprès de leurs auteurs. Il y en a aussi qui ont la chance d'être édités par des maisons plus connues. Ah oui, j'ai vu. Mais peu importe, car tous ont une voix, un univers et une plume unique. Alors j'en profite pour remercier tous les auteurs que j'ai invités au cours de cette première saison. Sophie Chiquet, surtout, qui a eu la gentillesse d'essuyer les plâtres du premier épisode avec moi, Adrien Descastecker, Macha Tanguy, Rémi Carnoche, Annick Sakari, Thierry Dufresne, Marie Sperandei, Sandra Bagnères, Rémi David et bien sûr Benjamin Andois que nous avons accueilli aujourd'hui. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer, à plonger dans vos livres et surtout à partager ces moments avec vous et avec les auditeurs. Et si Voix de Plume reste à ce jour un petit podcast confidentiel, la communauté de ses auditeurs grandit néanmoins petit à petit. Après la pause estivale qui s'annonce, Voix de Plume redémarrera par une nouvelle saison dont les grandes lignes se dessinent déjà. J'ai hâte, tellement hâte, d'affiner tout ceci et de vous retrouver en septembre. D'ici là, passez un bel été, profitez-en, lisez les livres que vous n'avez pas eu le temps de lire cette année. Lisez ceux que vous découvrez par hasard, vivez aussi intensément que vous lisez et vivez, lisez encore. Merci à tous.